Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un genre à la fois très populaire et très critiqué, à savoir la dark romance. Pour les personnes qui ne sauraient pas bien de quoi il s'agit, eh bien, je pourrais commencer par vous donner une petite définition de ce qu'est la dark romance, mais ça va être compliqué parce que tout le monde n'est même pas d'accord sur ce qu'est exactement à la dark romance. Il s'agit d'un des sous-genres, d'une des sous-catégories du genre de la romance. Et vous voyez déjà pourquoi est-ce qu'il est controversé. La romance, à l'heure actuelle, c'est à la fois un genre très populaire et très critiqué. Si ça plaît aux femmes et si en plus c'est un genre populaire, eh bien il y a de grandes chances pour que vous trouviez des snobinards élitistes pour cracher dessus. Mais en plus de ça, il faut reconnaître que la dark romance, c'est un genre qui prend un petit peu à contre-pied la sensibilité de notre époque sur les rapports hommes-femmes. Ou du moins, c'est ce qu'elle semble faire si on aborde le sujet de manière assez superficielle. Pour préparer cette vidéo, j'ai eu envie de trouver une définition qui soit un petit peu qualitative de ce qu'était que la dark romance plutôt que de définir par moi-même le genre. Et donc, j'ai fait une petite recherche Google et le premier article sur lequel je suis tombée mérite le détour parce que, à mes yeux, c'est l'incarnation par excellence du type de discours que l'on voit tenir un petit peu partout sur la dark romance. Et vous allez voir pourquoi je trouve que c'est problématique. On est donc sur un article de Ouest France qui parle de la dark romance avec, c'est d'ailleurs très intéressant, en image d'illustration, une jeune femme qui lit le roman Captive. Et évidemment, vous voyez où je veux en venir déjà. Il y a une véritable panique autour de la popularité du roman Captive. Et donc, en fait, lorsqu'on parle de dark romance, moi j'ai l'impression qu'on nous parle particulièrement de Captive et qu'on ne s'intéresse pas au genre en général, plutôt à la pointe émergée de l'iceberg. D'un autre côté, c'est normal qu'on s'intéresse spécifiquement à Captive puisque c'est un énorme best-seller et c'est logique que des gens s'intéressent au sujet de la dark romance à partir du succès de ce roman-là. Mais le titre en lui-même, faut-il s'inquiéter du succès de la dark romance, ce genre littéraire qui érotise la maltraitance? Et là, on voit qu'on est complètement dans le registre de la question rhétorique parce que clairement, la réponse est dans la question. Je vous lis le tout début. Phénomène d'édition. Le roman Captive de Sarah Rivens est la figure de proue d'un genre littéraire sentimental appelé dark romance, mettant en scène une relation amoureuse basée sur la maltraitance. Un schéma qui pose question, sa lecture étant plébiscitée par les adolescentes. Si vous n'avez jamais entendu parler de Captive, demandez aux ados. Ils et elles vous raconteront l'histoire d'Ella, femme asservie par le chef d'un réseau criminel jusqu'à ce que la violence débouche sur une relation amoureuse. Bénéficiant d'un important bouche à oreille sur les réseaux sociaux, le roman de l'Algérienne Sarah Rivens touche un public essentiellement féminin, parfois très jeune. Il s'inscrit comme un phénomène d'édition. Fin janvier 2023, peu après sa sortie en décembre 2022, le tome 2, publié par Hachette, s'est même installé en tête des ventes de livres en France. Vous voyez qu'on nous parle uniquement de Captive. On est passé de la dark romance à Captive et on nous pose Captive à la fois comme un roman à succès, ce qui explique qu'on s'y intéresse, et comme un roman qui a du succès auprès des adolescentes, donc des jeunes femmes. Et vous voyez que le premier paragraphe de l'article, du corps de l'article, insiste énormément là-dessus et on reviendra sur cet aspect-là plus tard. Mais si vous n'avez jamais entendu parler de Captive, c'est un moyen de sous-entendre au lecteur qu'il n'est pas la cible. Et c'est un moyen de l'amener à prendre de la distance avec ce roman et à dire c'est pas pour vous, adultes raisonnables qui lisez le journal, c'est pour les jeunes adolescentes. Vous savez, c'est un public particulier auquel on est habitué à accorder beaucoup de crédit en matière littéraire. Donc ensuite, on nous parle des réseaux sociaux et des Wattpad, et là, ce sera pas compliqué non plus de se dire que c'est peut-être un élément qui sert à discréditer le livre, parce que pour beaucoup de personnes, c'est un signe de faible qualité, ce qui est en fait quand même le reflet aussi de préjugés, mais dans la mentalité du boomer, les réseaux sociaux, c'est toujours le signe de l'infamie. Donc ensuite, l'article nous parle des excellentes ventes de ce genre-là et puis, un petit peu en dessous, on a une analyse sur le genre avec un intertitre qui s'appelle « Recul sur l'égalité homme-femme ». Et donc, on nous explique clairement que ce genre-là est un genre qui nuit à l'égalité homme-femme, ce qui est une thèse qui peut se défendre, mais c'est la façon dont elle va être défendue qui m'a interpellée.
C'est en quelque sorte l'évolution des romances de la collection Harlequin, constate Flore Gautron de la librairie Florilège à Fontenay-le-Comte en Vendée, en référence à l'historique maison d'édition spécialisée dans les romans d'amour. Sauf que la dark romance va beaucoup plus loin. L'héroïne se retrouve dans des situations d'abus psychologiques et ou physiques et tombe tout de même amoureuse de son bourreau. Cela glamourise les relations de violence conjugale, déplore la libraire. Au printemps du livre de Montaigu, l'un des plus importants salons littéraires français, le genre n'est pas représenté, comme une forme de ligne rouge. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu l'idée d'un truc pestiféré, d'un genre qui n'est pas apprécié, qui n'est pas validé par la profession. Il y a forcément de la romance dans certains de nos livres, mais pas de relations toxiques, déclare Guillaume Lemoust de La Fosse et Ophélie Pourrias. Donc là, on vous explique qu'il n'y a pas de dark romance parce qu'il n'y a pas de relations toxiques. Donc dark romance égale relation toxique. Donc ce sont deux éditeurs qui pointent l'ambivalence de la dark romance. Les autrices, qui se disent souvent féministes, argumentent que les lectrices sont conscientes qu'il s'agit d'une relation problématique. Et là, vous voyez, il y a à nouveau, d'un point de vue rhétorique, des éléments qui marquent la mise à distance. Les autrices se disent féministes, sous-entendu, elles le disent, d'autres personnes ne le diront pas, on peut remettre en question ce féminisme. Elles argumentent que, donc, ce qu'elles disent, on nous montre bien que c'est leurs arguments à elles, c'est pas une vérité. Alors que, par contre, quand on a les propos d'autres acteurs et des acteurs qui sont plutôt en défaveur de la dark romance, il n'y a pas ces marques de mise à distance. La fiction véhicule des codes de relationnel amoureux, souligne Jérôme Bernays, des éditions Gulfstream. La dark romance marque un recul sur l'égalité homme-femme, un contre-pied au phénomène féministe qu'on observe depuis les années 1990. L'éditeur, spécialisé dans les littératures jeunesse, y voit l'inverse des valeurs que lui et son équipe cherchent dans les manuscrits. Il s'inquiète, malgré les avertissements présents au début de ses romans, de l'impact sur un lectorat très jeune. Même à 16 ans, c'est assez limite. Ensuite, on nous parle dans l'article d'une jeune lectrice de 12 ans qui a lu le résumé de Captive, de 4e de couverture, et qui dit que c'est trop violent pour elle. Donc là, on est toujours dans le narratif de romans qui sont violents et qui sont à destination des jeunes, mais qu'il vaut mieux ne pas lire. On nous parle du fait que les parents ou les libraires peuvent empêcher le lectorat de lire ce livre. Donc le sous-entendu là, c'est quand même que c'est un livre nocif auquel il ne faudrait pas exposer le public, en tout cas le plus jeune. On a une interrogation ouverte à laquelle on ne répond pas sur l'impact de ces lectures. Le seul point positif est que ma fille a découvert le plaisir de lire, dit la mère. Donc on voit bien que, ok, elle lit, mais par contre, il n'y a rien d'autre à retirer de ce livre. On voit là qu'on est quand même dans un discours très négatif. Quelle influence sur les jeunes qui imaginent que ce n'est pas grave d'être torturé, puisqu'à la fin, le violeur, possesseur, psychopathe va vous aimer. Et elle a pour objectif, cette mère, d'amener sa fille à lire autre chose que de la dark romance. Donc là, on voit encore un discours très dévalorisant. Et la description qu'elle fait de la dark romance, c'est une description qui est quand même assez violente, assez dévalorisante. C'est des textes qui nous diraient que c'est pas grave d'être maltraité très violemment par un homme s'il y a de l'amour. Et je m'interroge quand même sur cette façon de résumer le genre. Et ensuite, on a un encadré, donc une interview d'une autrice qui, dit-on, nous décrypte les mécanismes de la dark romance, et on a toujours comme intertitre « Avec la dark romance, on est dans la culture du viol ». Et donc là, elle va parler de la romance un petit peu cheap, type 50 nuances degrés ou Harlequin, dire que c'est une mauvaise qualité et qu'elle pensait que le public allait s'essouffler, arrêter d'aimer ça, et que l'héritier de cette romance-là, c'est la dark romance. Donc on est toujours en fait dans une filiation avec les genres les plus dévalorisés, les plus moqués, avec l'idée que c'est des romans de faible qualité. Et ce qui m'interroge, c'est qu'on ne se pose jamais la question de qu'est-ce qui pourrait plaire. Qu'est-ce qui attire le lectorat? Non, on s'étonne juste que le lectorat continue à s'intéresser à ces livres-là. Il y a quelque chose d'assez condescendant, de vraiment même totalement condescendant vis-à-vis du lectorat, et d'un petit peu snob quand même, hein, surtout de la part de quelqu'un qui a écrit ce type de romance. Ensuite, on nous parle de 365 jours, une autre dark romance qui a été extrêmement controversée, on en parlera après, mais à mes yeux, est quand même beaucoup plus toxique que celle de Captive. Il y a le terme de culture du viol qui est employé par l'autrice, ce qui est assez intéressant, mais on va pas très très loin. Et ensuite,
on revient sur cette affirmation du fait que la dark romance est lue par de très jeunes lectrices. Et on nous dit les lectures ont un impact sur notre vision du monde, surtout quand elles touchent à l'intime. Attention, dit-elle, je ne suis pas dans la panique morale, donc elle sent un petit peu quand même que ça y ressemble. Hein. La censure n'est jamais la réponse, il faut qu'il y ait de la place pour discuter. Et c'est super parce que c'est justement ce que je vous propose, de discuter. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur cet article et vraiment, j'ai pas grand-chose de positif à en dire. Déjà, je trouve que la définition de la dark romance est extrêmement caricaturale et elle n'est pas pertinente. Je vous la redonne. On nous dit que c'est donc le genre de littérature sentimentale. Alors là, effectivement, on peut dire que c'est la littérature sentimentale, mettant en scène une relation amoureuse basée sur la maltraitance. Et ensuite, on nous dit, on a des psychopathes qui vont torturer des héroïnes, mais elles tombent amoureuses. Et en fait, c'est pas exactement ça la dark romance. J'en ai pas lu des centaines, mais j'en ai lu une petite dizaine, et toutes les dark romances que j'ai lues ne rentrent pas dans cette définition qui est extrêmement caricaturale, qui est extrêmement dévalorisante, et qui correspond peut-être à la limite à captive. L'article cite 365 jours, et j'ai pas vu le film en entier, j'en ai vu la moitié, et puis en fait c'était... On va pas se mentir, c'était tellement nul que j'ai arrêté, enfin en tout cas moi j'ai détesté, j'ai arrêté à la moitié, mais j'ai quand même vu suffisamment pour savoir que l'héroïne ne se fait pas torturer par un psychopathe, elle se fait kidnapper et séquestrer. Et je dis pas que c'est bien, ou que c'est mieux, ou que c'est enviable, mais déjà c'est pas la même chose. Mais pour le coup, 365 jours, on peut dire qu'il y a une relation amoureuse qui naît dans un contexte de maltraitance, effectivement, et c'est pour ça qu'il a été très polémique. Pour Captive, eh ben, il faudrait revenir sur le résumé de l'histoire. Pareil, ne vous moquez pas de moi, mais j'en ai lu que la moitié de Captive, et en fait, c'est quand même un livre qui est assez long. C'est un livre qui m'a pas beaucoup plu, et je m'en suis vraiment lassée au bout de la moitié, et je l'avais lu principalement par curiosité. Parce qu'avant de tenir des discours sur les trucs, je m'y intéresse. Mais donc, voici un petit peu un résumé de Captive. Au sein de réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malignes, mortelles, elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leurs chefs, aussi appelés possesseurs. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pense qu'elle ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain Ash, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. L'histoire d'amour, elle est entre Ella et son patron, chef d'un réseau mafieux, pour qui elle travaille, elle est censée travailler, mais ce chef de réseau mafieux, on le force à avoir Ella dans son équipe, et donc il lui en fait voir de toutes les couleurs. Et du coup, il la force à dormir dans une cave à même le sol, il l'enferme en dehors de la maison et elle doit dormir sur un transat, il la pousse dans une piscine où il y a des serpents et elle croit qu'elle va mourir, mais en fait c'est des faux serpents, mais elle a eu peur. Des trucs comme ça. En fait, moi je trouve que Asher, on dirait un petit peu une sorte de harceleur, un petit peu caricatural de lycée. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir des personnages de type lycéen. Alors, il y a une certaine violence. Je crois qu'à un moment, il la brûle. Il lui plaque la main contre une plaque de cuisson. Donc ça, c'est assez violent. Et puis ensuite, leur relation évolue. Ils se rapprochent. Et eh bien, il me semble que Asher cesse complètement d'être violent avec Ella. Et il y a une relation amoureuse qui se met en place, même s'il a toujours l'ascendant sur elle. Donc, il est clair qu'on peut parler d'une relation qui n'est pas équilibrée, avec un personnage masculin qui est d'abord violent, qui est abusif. Globalement, même si effectivement c'est une relation abusive et que moi, le Asher Scott, je l'aurais buté à la place de Ella, c'est pas non plus le truc le plus dark et violent et qui fait l'apologie du viol que j'ai jamais vu. Par exemple, il n'y a pas de violence sexuelle. Donc je dis pas que c'est bien, mais je dis que on n'est peut-être pas dans la description ultra alarmante, ultra caricaturale que nous font certains articles.
Mais il y a d'autres romans qui ne correspondent pas du tout à cette définition. Par exemple, j'ai lu Still Beating, et dans Still Beating, en fait, l'héroïne se fait kidnapper par un violeur avec un autre homme, et l'histoire d'amour, c'est l'histoire entre elle et l'autre victime de ce kidnapping. Donc ils sont deux victimes, c'est pas lui qui l'a violée. Et ils essayent de se reconstruire à partir de là, dans une relation qui est destructrice parce qu'ils sont traumatisés, mais vraiment, il n'y a jamais de violence entre eux, ni d'abus. C'est bon, c'est sûr que c'est pas une relation 100% saine, mais on n'est pas du tout dans une histoire qui nous raconte que quelqu'un qui est violent, qui vous séquestre, etc., c'est pas grave s'il tombe amoureux de vous. Pas du tout. Et pourtant, Still Beating, c'est une dark romance. Hein. Elle est vraiment vendue comme une dark romance et elle est plutôt appréciée dans le genre. Hein, elle est considérée un peu comme un des bons exemples de dark romance réussie. Donc voilà vraiment pour la définition de la dark romance qui, je trouve, n'est pas très pertinente. Et ensuite, je trouve que cet article n'est pas équilibré, qu'il n'est pas objectif, mais qu'il est à charge, et uniquement à charge. Il critique le genre, critique particulièrement le roman Captive, et le thème à la fin de l'article, c'est même comment protéger les adolescentes contre ce type de roman, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas d'interview d'autrices de dark romance qui se revendiquent autrices de dark romance. On ne voit pas d'interview de lectrices, jeune ou pas, qui pourrait dire pourquoi elle aime la dark romance, et qui pourrait peut-être proposer sa propre définition du genre. Il n'y a aucune volonté de comprendre le succès. On est tout de suite dans la condamnation un petit peu méprisante, qui n'est pas totalement explicite, mais qui est quand même assez présente dans l'article. La dark romance est présentée comme un genre de romance qui plaît aux jeunes femmes, qui a beaucoup de succès, mais qui est toxique, qui valorise les relations violentes, qui fait régresser les relations hommes-femmes jusqu'aux années 50. Bref, un roman à succès, mais extrêmement antiféministe et extrêmement nuisible. En creux, le message de cet article, c'est que les femmes, et notamment les jeunes femmes, ne savent pas reconnaître ce qui est une bonne lecture pour elles et une mauvaise lecture. Elles sont attirées par des romances qui sont nuisibles, qui vont leur nuire et qui vont leur inculquer un mauvais schéma, une mauvaise représentation des rapports hommes-femmes. Et il y a un risque assez clair qu'elles ne soient pas capables de faire preuve de recul, d'esprit critique, mais elles vont lire une représentation d'une relation amoureuse malsaine et elles vont l'intégrer dans leur représentation du monde. Et ça, excusez-moi de vous dire que je trouve ça extrêmement paternaliste. Ça passe mieux parce qu'on vise les adolescentes et pas les femmes adultes, mais à part ça, quand même, il faut reconnaître que c'est extrêmement méprisant et que ça repose sur un imaginaire extrêmement misogyne en réalité. Les femmes ne savent pas ce qui est bon pour elles. Elles vont directement se jeter dans la gueule du loup. Elles sont attirées par ce qui est mauvais pour elles, ce qui est violent, ce qui va leur nuire. Et donc, pour trouver une définition qui soit un petit peu plus pertinente de la dark romance, j'ai commencé par faire évidemment une recherche sur Wikipédia, qui est quand même un excellent point de départ pour trouver des définitions. L'article nous présente des sous-genres de la romance, qui sont des tendances qui peuvent être distinguées au sein du genre général de la romance et qui correspondent à des types d'univers, d'intrigues ou de traitements littéraires différents au sein de ce genre. Plus spécifiquement, la dark romance, qui est présentée comme un cas particulier, donc met en scène des adultes de tous âges, principalement jeunes. Les thématiques traitées sont toutefois différentes, portant sur des aspects plus sombres, notamment la vengeance, le pardon et les traumatismes psychologiques issus d'enfances difficiles. Bon, alors ça, pas seulement, mais les traumatismes psychologiques, effectivement, ça me semble être un élément important, ce qui rapproche ce genre du drame psychologique. Sous-genre de la littérature sentimentale, la dark romance entre dans la catégorie des romances interdites, mettant en scène des relations parfois condamnées par la morale ou par la loi. Dans ce genre littéraire, à la frontière entre amour, désir et violence, l'auteur joue avec les limites de la morale et le franchissement de l'interdit. Ensuite, l'article termine en nous disant que c'est un genre qui n'est pas considéré comme un sous-genre de la romance par tout le monde, qu'il s'agisse d'autrices ou de lectrices, parce qu'il n'y a pas toujours un happy ending. Et donc, alors que c'est plutôt un élément classique du genre de la romance.
Je suis arrivée assez facilement sur un article qui était sur le site de la maison d'édition Black Ink, qui est une maison d'édition qui publie de la dark romance et qui a interviewé des autrices de ce genre-là. Et donc, on va avoir accès à des discours qui sont, je crois, un petit peu plus pertinents. En tout cas, qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement sur la dark romance. Première chose, ces autrices proposent leur propre définition de la dark romance. Angel Arekin nous dit « Le but de la dark romance, c'est de n'avoir aucune limite ». Ces autrices parlent du fait que la dark romance est caractérisée par une érotisation du danger et puis par l'intérêt pour la transgression à travers des histoires qui sont fictives et qui sont loin de la réalité. Et c'est ça qui est excitant, cette mise à distance entre l'histoire qu'on nous raconte et la réalité. Clore Smith nous dit que la romance, c'est une littérature du fantasme et que les fantasmes sont conditionnés par la société dans laquelle nous évoluons. Nous sommes encouragés inconsciemment à tendre vers cet idéal où l'héroïne va réparer le méchant. Mais, dit-elle, eh bien, on peut avoir envie de lâcher prise, d'imaginer autre chose, et c'est d'après elle ce qui explique les fantasmes d'enlèvement, de viol et de soumission. Parce que à ce moment-là, justement, on est dans le lâcher-prise, et puis c'est une autre personne qui vous prend en charge contre votre gré, mais pour votre plaisir, et vous n'avez plus à penser à tout, dit-elle. Et là, je pense qu'on a vraiment un début d'explication de pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un intérêt pour ces scénarios qui, à première vue, semblent violents. Toutes les autrices sont d'ailleurs d'accord sur le fait qu'elles accordent de l'importance au consentement et qu'elles y réfléchissent, qu'elles ont des limites dans ce qu'elles veulent représenter et qu'il y a effectivement des formes d'abus qu'elles trouvent qui ne sont pas du tout intéressants, qu'elles n'ont pas envie de mettre en scène dans leurs livres. Donc, on n'est pas du tout dans une romance pour écerveler qui glamourise toutes les formes de violence et les excuses au nom de l'amour. Il y a une vraie réflexion sur pourquoi est-ce qu'on pourrait être attiré par ce type de transgression et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Quand les autrices présentent ce qu'elles font, eh ben, elles prennent le contre-pied de pas mal de clichés et de pas mal de contre-vérités qui ont été présentées dans l'article dont je vous ai parlé plus tôt. Par exemple, les autrices disent qu'elles s'adressent à des adultes et pas à des adolescentes, ce qui change beaucoup en fait de choses, notamment parce que, eh ben, il n'y a pas la même dangerosité ou pas le même risque d'influencer une population qui pourrait manquer de repères vis-à-vis du couple ou de la sexualité. Et en fait, ben, ça enlève une grande part, un grand motif de critique à la dark romance si on se dit qu'à la base c'est quand même écrit par et pour des adultes. Par contre, la définition, on le voit, eh ben, elle nous présente la dark romance comme un genre qui est né d'un goût pour la transgression. Et ça, c'est vachement intéressant parce que le goût pour la transgression, pour représenter des choses interdites, des choses que l'on ne voudrait pas vivre, c'est pas du tout quelque chose qui est spécifique uniquement au genre de la romance. Je pense qu'il y a beaucoup de romans qui mettent en scène des situations qui sont violentes, dangereuses et qu'on détesterait vivre, mais justement parce qu'on ne les vit pas, ça fait des bons romans. Je pense aux thrillers comme à Labyrinthe de Tillier, que j'ai lu il y a quelques temps, qui nous raconte de manière quand même assez complaisante les tourments par lesquels est passée une femme qui a été séquestrée et torturée. Je pense aussi à des romans extrêmement classiques, comme La Métamorphose de Kafka, qui nous parle quand même de thématiques assez sombres et de manière codée nous parle de dépression et de suicide, il me semble, comme La Ferme des animaux et 1984, qui sont absolument glaçants et violents, mais qui sont très intéressants justement parce qu'ils nous parlent de choses qui nous font peur et parce que ça nous permet d'aborder ces choses-là de manière frontale et de réfléchir à tout ça. Et je pense que passer par cette comparaison permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt pour ce type d'histoire, de romance, même si elle parle de situations que l'on n'aimerait pas vivre. La romance, c'est pas nécessairement la mise en scène d'une relation idéale qui fait rêver les femmes et dans lesquelles elles se projettent. On peut avoir un autre rapport à ce qu'on lit, tout comme quand on lit des thrillers, des policiers ou des classiques extrêmement sombres. Mais je trouve qu'il n'y a pas du tout le même type de condamnation lorsque ces fictions sont écrites par des hommes. On a une plus grande tolérance pour les récits de domination de femmes par des hommes et de violence dans le couple, lorsque ce sont des hommes qui écrivent ces textes. Parce que dans ce cas-là, ce sera vu comme provocateur et transgressif. Et ce sera la preuve d'un certain esprit de recul vis-à-vis des conventions,
Alors que quand c'est des femmes, eh ben, on imagine au contraire qu'elles n'ont aucun recul et qu'elles sont en train tout de suite d'idéaliser et de glamouriser les relations toxiques. Maintenant, il s'agirait de parler de l'éléphant qui est dans la pièce, à savoir la culture du viol dans la dark romance. Ce n'est pas parce que effectivement elle est critiquée souvent de manière caricaturale et stéréotypée que ce sujet n'est pas intéressant et ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Première chose, qu'est-ce que la culture du viol ? Si je reviens sur un article assez ancien du magazine Mademoiselle, toutes les références seront dans la description de la vidéo, la culture du viol est décrite comme un environnement social et médiatique dans lequel les violences sexuelles trouvent des justifications, des excuses ou sont simplement banalisées, voire acceptées. Et donc, nous dit l'article, eh bien, faire peser la responsabilité du viol sur la victime, c'est une manière de minimiser, de justifier les viols. Le fait de confondre viol et agression sexuelle participe aussi à minimiser la gravité du viol. Et puis, il y a un certain nombre de mythes qui viennent alimenter ce phénomène. Par exemple, le fait de considérer que les viols sont réalisés par des inconnus et pas par des proches, c'est aussi un moyen de nier la réalité des violences sexuelles, qui est que 90% des viols sont réalisés par des proches. Souvent, c'est soit au sein du couple ou de la famille qu'ont lieu les violences sexuelles. Et pourquoi est-ce qu'on parle de culture du viol ? Eh bien, comme le dit la définition, c'est parce que la justification et la minimisation du viol, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture et qui se manifeste à toutes sortes d'échelles et de différentes manières. C'est véritablement un environnement social et médiatique. C'est ce qui m'amène à vous parler d'un article qui a été originellement écrit par David Wong le 3 novembre 2016 sur cracked.com et qui a été traduit en français sur un blog qui s'appelle Vous n'êtes pas ici. Et dans cet article, l'auteur détaille des mécanismes qui incitent les hommes à ne pas prendre en compte le consentement des femmes en matière de sexualité. Et il explique que ces mécanismes reposent notamment sur la culture qui a bercé les jeunes hommes dans leur construction dès le plus jeune âge. Il parle de croyances et la première d'entre elles, c'est que imposer son désir aux femmes les fait tomber amoureuses. Et il prend pour illustrer cela un certain nombre de films de fiction grand public. Par exemple, dans Star Wars, le fait que le premier baiser de Han Solo et Leia soit un baiser qui soit arraché, à un moment où Leia refuse d'embrasser Han Solo, elle lui dit d'arrêter et il l'embrasse quand même, et ben c'est un exemple du fait que les femmes aiment être forcées. De la même façon, nous dit l'article, Harrison Ford, dans Blade Runner, pousse une femme contre un mur après une tentative de quitter la pièce, et ensuite il la force à dire « embrasse-moi ». Elle a l'air terrifiée jusqu'à ce qu'il commence un rapport sexuel. Dans Indiana Jones et le Temple maudit, Ford attrape une femme qui fuit avec son fouet et l'attire à lui. Il tombe amoureux. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, il embrasse de force une femme qui le repousse en disant « Comment oses-tu m'embrasser ?» Puis elle l'embrasse à nouveau, passionnément. Et donc là, on a aussi des exemples de culture du viol qui se manifestent dans la pop culture mainstream et qui, d'après l'auteur de l'article, l'a amené à avoir une mauvaise compréhension des relations hommes-femmes et du consentement. Et donc, ce que nous montre cet article, qui termine par une allusion à Donald Trump, c'est que toute notre culture est imprégnée de cette culture du viol, de ces croyances et de ces mythes qui minimisent la gravité des violences sexuelles. Pourquoi je vous dis ça ? Quand on a ces choses-là en tête, c'est normal que la dark romance, parfois, participe à la culture du viol parce qu'elle fait partie de notre culture. Mais c'est pas le seul genre littéraire ou le seul genre cinématographique qui participe à la culture du viol. Et effectivement, ce n'est pas une bonne chose. Effectivement, il y a des dark romances qui vont nous valoriser, qui vont glamouriser, qui vont minimiser des relations abusives et qui vont utiliser le fait que les personnages sont soi-disant amoureux pour nier la gravité des violences. Effectivement, mais ce n'est pas le cas de toutes les dark romances, et c'est aussi le cas d'œuvres de fiction qui ne sont pas des dark romances. Typiquement, dans Still Beating, que j'ai lu récemment, il n'y a pas du tout cette culture du viol, cette minimisation de la gravité des violences sexuelles. Au contraire. Et il y a, je trouvais, une vraie sensibilité sur les questions de santé mentale et de qu'est-ce que c'est une relation saine. Alors,
J'ai dit beaucoup de choses et vous ne savez peut-être pas trop où j'ai voulu en venir. Donc j'aimerais faire un petit bilan de ce qu'on a appris ensemble en parcourant le web à propos de la dark romance. D'abord, je trouve qu'il y a certains articles qui sont critiques d'une manière qui pourrait être pertinente, mais qui en fait alimentent un certain nombre de clichés extrêmement dévalorisants pour le lectorat de la romance et extrêmement paternalistes, avec l'idée que les femmes seraient attirées par des romances toxiques et qu'elles seraient juste incapables de faire preuve de recul vis-à-vis de celle-ci. Et donc que c'est très dangereux. En réalité, la culture du viol, effectivement, est un sujet sérieux, mais elle est présente dans l'ensemble des productions culturelles et cela inclut aussi la culture mainstream, comme par exemple les films Indiana Jones. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde ce que disent les autrices de dark romance, c'est qu'elles peuvent être extrêmement conscientes de ces sujets-là, qu'elles peuvent refuser de mettre en scène des relations qui alimentent la culture du viol, et il peut y avoir une volonté vraiment de valoriser le consentement. Et puis, c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce que ce type de roman peut plaire. Et je crois que c'est parce qu'il nous parle de nos peurs, il les explore, il les regarde en face, et que ça, eh bien, c'est intéressant. En tout cas pour une partie du lectorat. La dark romance met en scène des relations qui sont totalement en dehors du cadre conformiste de ce que doit être une relation amoureuse traditionnellement dans notre société. Mais cette sortie des rôles traditionnels, c'est aussi dans la dark romance un moyen d'avoir accès au plaisir et à une forme de libération. Et donc c'est pour ça que ça peut être amusant parfois de lire ce type de romance. Bien sûr, il faut reconnaître que parfois, on a aussi des histoires qui valorisent des relations abusives et des histoires qui ne me plaisent pas particulièrement. Mais je trouve que le fait que les romans soient étiquetés dark romance, eh ben c'est déjà intéressant parce que lorsqu'on sait que c'est de la dark romance, on sait qu'il va y avoir une représentation de relations qui transgressent les règles, de relations qui sont potentiellement violentes, et donc ça invite le lectorat. Dès qu'on sait que c'est de la dark romance, à prendre de la distance et un recul critique. Parce que c'est connu, la dark romance met en scène des relations que l'on ne voudrait pas vivre. Et en plus de ça, la plupart du temps, moi quand j'ai lu des dark romances, il y avait des avertissements. Et notamment, on nous disait bien que c'était des livres qui n'étaient pas destinés à un public mineur. Et on nous disait qu'il y avait des violences sexuelles. Et peu importe le contenu du livre, si en introduction, on caractérise les violences sexuelles comme étant des violences sexuelles, et ben on n'est pas dans la culture du viol, au contraire, parce qu'on n'est pas en train de minimiser ou de nier, on est en train de nommer les choses et de reconnaître leur gravité. Tout ça m'amène un petit peu à vous inviter, vous aussi, à relativiser sur la gravité de ce que serait cette mode, cette hype de la dark romance. Même si on peut tout à fait porter des critiques sur tel ou tel livre, je pense qu'il ne faut pas se laisser emporter par une panique morale qui est souvent alimentée plus par des stéréotypes et par de l'ignorance que par une lecture attentive de ces romans. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui traitent de la thématique spécifique du féminisme en lien avec la fiction.